Valérie Lallemand-Brettenbach, qui est chercheuse en biologie et présidente de l'association L'Arbre des connaissances, et avec Claudia Aguirre, qui est salariée et ancienne présidente de Trace. Et donc, si vous pouvez me rejoindre, et je vais vous laisser la parole. Et vous m'entendez bien là? Oui. Ça marche parfaitement. Vas-y, Ok. Claudia. Bonsoir, merci beaucoup Antoine et merci beaucoup Valérie d'avoir accepté cette invitation. Et donc on va changer complètement des cadres, surtout des publics et d'objectifs. Donc je vais te demander Valérie d'abord de nous parler un peu de l'arbre des connaissances et de votre relation avec les publics. Quels sont vos publics et comment vous euh, vous participez à cet environnement de culture scientifique en France. Alors merci, déjà merci de m'inviter. Je suis ravie d'être là pour les 10 ans de ce manifeste auquel effectivement l'Arbre des connaissances avait signé. Enfin voilà, on était parmi les signataires. Donc moi j'ai peut-être une double couleur, je dirais. C'est que d'abord je suis directrice de recherche à l'INSERM et je dirige un groupe qui fait de la recherche sur le cancer au Collège de France. Et puis, par ailleurs, je suis au board de cette association, l'Arbre des connaissances, qui a pour public les adolescents, donc à partir de 13 ans, avec globalement 3 dispositifs complémentaires. Donc c'est marrant parce qu'en relisant le manifeste, d'une certaine façon, je nous ai reconnus à différents degrés ou dans différentes sections. Donc le premier dispositif, c'est Apprenti chercheur. Globalement, c'est les sciences par la démarche de recherche en faisant des partenariats entre des centres de recherche, des établissements scolaires de proximité pour mettre en binôme des jeunes du secondaire qui ne se croisent jamais, un collégien, un lycéen, avec un scientifique et d'avoir un projet de recherche à l'année. Voilà. Et d'avoir par cela une animation des territoires, c'est-à-dire vraiment d'ouvrir des centres de recherche à soit leur quartier, soit à des partenariats avec des établissements pour créer de la mixité sociale, pour la forcer autour de projets communs. Le deuxième dispositif, c'est jouer à débattre. Donc là, j'ai des petites réactions, évidemment, par rapport à ce que vient de dire François et que je trouve absolument pertinent sur le débat, justement. Parce qu'effectivement, je pense que nous, on avait aussi ce truc-là du débat. Alors, du débat avec des jeunes, c'est très différent d'un débat avec des publics, justement, qui sont soit partie prenante, soit engagées d'une certaine façon ou d'une autre sur un sujet précis. Et donc, ce qu'on fait, c'est plutôt de l'initiation au débat. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est justement de le mettre en pratique et de travailler sur la pratique. Donc, de ne pas dissocier finalement débat et pratique de médiation, mais d'essayer de combiner les deux. Et pour faire des jeux de rôle au travers duquel les jeunes vont se mettre incarnés comment dire, des enjeux d'une question sur société d'actualité et en quoi celle-ci, dans leur vie quotidienne à eux, voilà, peut les mobiliser finalement. Enfin, quelle est la place de la science dans la vie quotidienne? Et au-delà de cette partie jeu de débat, on a évidemment des guides pour rendre légitime, je dirais, d'animer des débats comme cela par des enseignants, par des bibliothécaires, par des publics qui ne sont pas forcément, qui sont des médiateurs en fait, mais pas forcément de science. Et donc comment aussi donner une légitimité à d'autres personnes à faire de la médiation en l'outillant et en l'accompagnant. Et puis enfin des ressources, etc. Et puis on a un troisième dispositif qui est un webzine d'information. Donc là, c'est les sciences non plus par la pratique des sciences, de la recherche ou du débat, mais par l'information scientifique sur les neurosciences des addictions et puis maintenant de façon plus globale sur les conduites addictives, animé par du community management, etc. et qui fonctionne très bien puisqu'on a plus de 500 000 visiteurs uniques par an. Donc le community management évidemment fonctionne. Donc dans les 10 ans là, qui se sont écoulés, effectivement, il y a le numérique et les réseaux sociaux. Et surtout, l'idée avec ce webzine, c'était de donner des informations sur
grâce aux sciences qui sortent en fait de la relation passionnelle à l'addiction et à la passionnelle ou moralisatrice, je dirais, et de pouvoir parler de plaisir et d'effets toxiques sur un même registre, en évitant évidemment les effets iatrogènes. Donc voilà, c'est globalement ce que l'on fait à l'Arbre des connaissances. Disons que vous avez deux relations principales très fortes, une avec les jeunes et une autre avec les chercheurs. Et disons qu'à la lumière de ces deux relations, comment tu vois l'évolution du manifeste? Comment tu vois le manifeste il y a 10 ans et le manifeste aujourd'hui? Alors, moi aussi je l'ai relu, hein, comme Richard Emmanuel, j'avais un peu oublié. Déjà, je trouve que quand même, c'était un ouvrage de qualité. Donc, je pense que c'est important de partir de la valeur vraiment positive qu'il a générée, qui a amené un certain nombre d'entre nous quand même à réfléchir, à poser les choses à l'écrit. Et puis, aussi, effectivement, à s'unir, enfin, sur le fameux lien social grâce à la médiation dont parlait également François tout à l'heure. Je pense qu'il a aussi ce mérite-là. Et puis le contenu, il y a vraiment des choses qui me semblent absolument à garder et absolument d'actualité. Je dirais que ma vision aujourd'hui, elle est peut-être celle d'une médiation plus simple, plus simplifiée quelque part, moins idéaliste aussi. Dans le sens où, voilà, finalement, on demande aux chercheurs, on demande à la science, on demande finalement à beaucoup de gens de sortir de leur idéalisme, mais je crois qu'il faut que nous aussi on le fasse et qu'en tant que médiateur on fasse preuve d'humilité. Et donc ça veut dire aussi accepter de travailler justement par l'expérimentation, puis que ça marche pas toujours et qu'on soit pas forcément obligé de survendre ce que l'on fait en permanence pour dire à quel point c'est fantastique. Ça fait partie des... Enfin voilà, apprendre de nos erreurs, c'est aussi important. Et de la version simplifiée que je verrai aujourd'hui, c'est celle de dire au final, pour moi, la médiation, ce que j'en garde et ce que j'ai envie d'en pratiquer aujourd'hui, c'est le dialogue. Voilà, ça se résumerait au dialogue, c'est-à-dire un lien bidirectionnel entre quelqu'un qui maîtrise des sciences ou qui a une certaine technicité autour des sciences au pluriel, hein, et puis des publics, et de créer de la porosité entre ces deux univers. Voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin, avec un axe important qui est la richesse de la diversité. Dans les pratiques. Oui, bon, je vais être un petit peu provocatrice. Je t'avais un peu annoncé ça quand on préparait notre conversation, parce que effectivement, tu parles d'un idéalisme dans les documents que je trouve aussi d'une énorme qualité. Je l'avais déjà travaillé il y a 10 ans dans un autre contexte complètement différent. Et effectivement, dans un monde idéal, le manifeste est parfait. Et effectivement, si on suit les principes du manifeste et dans une société qui dialogue, qui s'écoute, c'est super. Mais ma question va aussi dans la même direction que François touchait un petit peu tout à l'heure à propos des croyances. Et au-delà qu'il y a des croyances. Et disons, dans un monde aujourd'hui hyper connecté et infesté des fake news, infesté d'infox. Et est-ce qu'on peut maintenir ces caractères dialogiques que tu proposes là? Est-ce qu'on peut, se contenter de dialoguer et d'attendre disons que l'autre découvre par son propre raisonnement une posture un peu plus sûre. Disons quand il y a des risques aussi grands qu'il y a aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, dans les contextes qu'on vit aujourd'hui, est-ce que ce dialogue est suffisant? Est-ce que cette posture tellement consensuelle est possible, souhaitable? Alors, possible, souhaitable, c'est effectivement deux choses que Trace maîtrise bien, hein, ces deux notions-là, je crois.
Alors, je crois que c'est une bonne question que, malgré tout celle des croyances, je suis assez d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. On peut passer des heures à réfléchir sur science versus croyance. Mais justement, je pense qu'il faut savoir de quelle croyance on parle. Et je pense que c'était peut-être un point, effectivement, une petite zone d'ombre du manifeste, c'est qu'on parle des croyances, mais on ne sait pas de quoi on parle derrière le mot croyance. Et en fait, s'il s'agit du registre, je ne sais pas, sensuel, spirituel, émotionnel, c'est très différent d'une idée reçue, c'est très différent d'une idéologie portée et défendue à tout prix pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne suis pas certaine de maîtriser ce domaine-là, mais on voit bien que dans la croyance, il y a différents registres. Donc, créer un dialogue avec ces différents registres ne se pose pas de la même façon, avec une réponse univoque et unique d'ailleurs. Je dirais que, à mon sens, il est des croyances avec lesquelles il n'y a pas besoin de dialoguer, parce que c'est même pas la question si on parle de la notion justement d'émotion, de spiritualité, de croyance en la nature absolument. Il n'y a pas tellement d'intérêt à le faire dialoguer avec les sciences, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer avec les croyants, parce que heureusement, on peut être scientifique, on peut être chercheur et croyant, hein, bien heureusement, parce que ce sont des registres complètement différents, ce sont des langues différentes, et c'est comme si vous demandiez à un jardinier, enfin, que vous me parliez tomates et radis, et que je vous répondais couture. En fait, on parle juste pas la même langue, et ça vous empêche pas d'aimer et de cultiver des plantes et de faire de la couture, voilà. Je dis pas ça parce qu'on est des femmes, attention, les hommes aussi adorent la couture, mais il faut pas le dire. Néanmoins, voilà, je pense que c'est ne pas s'empêcher de dialoguer, ce qui ne veut pas dire tout mettre en dialogue et tout mettre en débat. On peut dialoguer de tout, mais pas faire dialoguer des choses qui ne parlent pas la même langue, à mon sens en tout cas. Quand il s'agit d'idées reçues, c'est aussi un peu différent, parce que ça peut être simplement l'air du temps, l'air médiatique, le courant médiatique, et donc on sait qu'on peut faire émerger par simplement l'activité, ou plutôt l'activité média, certaines notions qui ne seront pas forcément les enjeux principaux. Je pense, c'est pas du tout le bon exemple, mais j'ai l'exemple des OGM en tête. Bon, on a tellement discuté des dangers pour la santé et si peu du danger pour l'environnement. Et en fait, je pense que ça a été un vrai point de décalage du débat qui a été dommage. En fait, on aurait tout de suite dû d'emblée parler environnement plus que de santé. Bon, des petites choses comme ça. Et donc, je pense que dans ce cas-là, effectivement, c'est absolument nécessaire de dialoguer, absolument nécessaire d'échanger, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de connaissance, et sans le faire de façon descendante forcément. La question que vous posiez, c'était celle de l'urgence ou celle finalement du risque. Alors, heureusement aussi qu'on ne vit pas en permanence dans un calcul de risque, parce que sinon, on ne vivrait plus, on arrêterait de vivre, parce que notre risque principal, c'est quand même de mourir, donc, puis c'est même une certitude, en fait. Donc, je dirais qu'effectivement, l'être humain, dans son dialogue, dans sa volonté de dialogue, ne va pas forcément calculer cette notion de risque, et en même temps, justement, c'est intéressant à discuter. Si on prend l'exemple récent du coronavirus, enfin voilà, de la pandémie qui nous a frappé ou qui nous frappe, eh bien, on voit bien qu'il y a une notion, par exemple, de statistique qui entre en compte. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir se mobiliser. Enfin, dans le sentiment général, on entend souvent que 1%, c'est vraiment pas beaucoup. Alors qu'en fait c'est beaucoup, ça dépend de quoi on parle. Et par contre, quand on a des effets toxiques d'une vaccination sur 3 personnes parmi 40 millions, ben d'un coup, ça va être dramatique. Mais en même temps, ça dépend de pourquoi on le fait, et dramatique pourquoi, au nom de quoi. Donc c'est de nouveau, et je pense que c'est en cela que quand même que justement le manifeste me semble toujours d'actualité, c'est la notion de qui parle, pourquoi et à qui. Et je crois que ça, il faut toujours effectivement se poser cette question. Au fond, il y a deux notions, je dirais, que je mélange un peu là dans ma réponse, parce qu'elle n'est pas bien préparée évidemment, mais c'est la notion effectivement, il faut parler pour délivrer, pour casser par exemple certaines idées reçues, parce que
il y a quand même, à un moment donné, il faut arrêter de mettre tout le monde sur le même niveau. Non, il y a des gens qui, à un moment, ont une donnée et les autres ne l'ont pas, donc c'est bien de la partager en toute simplicité et humilité. Par contre, c'est le jugement de valeur qu'on va porter au-delà de cette information qui me semble importante. Et en particulier, derrière, il y a la notion de sincérité, à mon sens. C'est-à-dire que comment dire, de pourquoi je parle et pourquoi je voudrais convaincre quelqu'un, ça n'est pas, ça va être vraiment dépendant de est-ce que je le fais en disant, en me mettant à nu et en disant tout finalement quelque part. En particulier, on parlait tout à l'heure de réflexivité, enfin de dialoguer ou pas avec des registres si différents que des croyances, par exemple spirituelles, émotionnelles, etc. Je pense que ça ne dialogue pas, mais le problème vient quand on veut justifier par du rationnel l'irrationnel. Et à partir de là, on tombe dans quelque chose qui est en fait, qui n'est pas sincère. Et là, je rejoins totalement François Millet qui disait tout à l'heure que là, on peut complètement gréver un projet commun parce qu'en fait, on a un manque de sincérité. Et ce manque de sincérité, il peut être tout aussi vrai du médiateur. Et j'ai en tête j'ai récemment relu La peste de Camus et on a un échange entre, vous savez, le médecin qui reste dans la ville d'Oran, alors que sa femme est dans une autre ville, qu'elle est très malade, et lui reste et soigne les gens. Et puis il est face à un homme, qui est un jeune homme, qui vit une passion amoureuse folle, qui se retrouve lui enfermé dans la ville d'Oran, et qui n'a qu'un désir, c'est fuir cette ville pour retrouver la femme qu'il aime. Et donc c'est le dilemme entre rester et aider, et partir, rejoindre son amour, et en même temps prendre le risque de contaminer et de faire sortir la peste à l'extérieur d'Oran. Je ne sais pas si on a le temps. Si on a le temps, je vous lis les quelques lignes. Dites-moi si on a le temps. On n'a pas le temps, alors je vous les lis pas. Et c'est pas grave. En fait, en soi, ce qui est dit, c'est que ce médecin comprend la raison de l'autre et ne la juge pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle se positionne pas en tant que bonne ou mauvaise. Elle se place comment dire, dans la notion à nouveau de sincérité et de respect mutuel. C'est-à-dire que je suis en parfaite honnêteté parce que je suis médecin et qu'il ne s'agit pas comment dire, d'héroïsme. Il s'agit juste d'être honnête. En fait, je pratique la médecine et donc je le fais maintenant et je le fais en honnêteté avec ce qui m'habite. Tu es particulièrement honnête parce que tu aimes et ton honnêteté te pousse à fuir, bah vas-y. Alors ça va à l'échelle individuelle et ça fonctionne à l'échelle individuelle. Comment faisons-nous pour le faire fonctionner de façon collective? C'est toute la question. Et c'est toute la question qui justifie parfois la législation à arriver, et je pense notamment sur des enjeux comme le réchauffement climatique, où on peut débattre éternellement. Il y a des enjeux prégnants en ce moment sur le littoral. Ce ne sont pas les populations au bord de littoral qui vont être les principales comment dire, force de proposition sur des stratégies comme le repli et laisser la mer envahir et laisser faire la nature. Pourtant, elles sont les principales concernées. Et donc là, on a besoin d'une loi qui impose aux maires des choses que eux-mêmes imposeront à leurs administrés, à leurs citoyens. Pour autant, cette solution-là, je ne crois pas qu'elle tienne dans la durée. Elle résoudra l'urgence, elle résoudra le risque quand il est trop grand. Que la personne, dans son individualité, dans son lien social, ne peut pas prendre en compte, et je dirais heureusement. Même ce dialogue-là ne me semble pas, on ne peut pas en faire l'économie sur le long terme si on veut justement à ce que même les lois tiennent et se maintiennent. Parfait, merci. Oui, on a dans le chat, du coup, alors on en a profité pour donner un petit uppercut à Richard Dawkins quand tu parlais du dialogue avec les spiritualités et les religions. Et oui, Richard Dawkins est encore actif. Il diffuse encore son idéologie. Et puis après, il y a eu une discussion sur finalement est-ce qu'il y a un échec de la culture scientifique qui expliquerait qu'aujourd'hui les adultes ils sont complotistes ou ils sont très résistants en fait à un message scientifique. Ils sont partisans de théories alternatives pour en tout cas une partie d'entre eux. Et du coup, peut-être qu'il y a 10 ans, c'était des jeunes qui visitaient des centres de culture scientifique. Et donc voilà, il y a eu une discussion en chat pour dire qu'effectivement, c'est pas une question de culture scientifique nécessairement. On peut avoir des scientifiques
scientifiques eux-mêmes, qui tiennent des discours scientifiquement très douteux. Donc c'est ce que nous disait Dr Baratin, qu'on entendra tout à l'heure. Et puis surenchéri ensuite par Richard Emmanuel ou moi-même sur aussi des aspects de le rôle démocratique, le rôle des médias, le rôle d'une politique sociale aussi. On peut pas que pointer du doigt la question de la culture scientifique là-dedans. Claudia, peut-être tu as une dernière question, ou si vous souhaitez rebondir sur ce que je viens de dire. En tout cas, je suis complètement d'accord pour dire que c'est évidemment pas le fait que de la culture scientifique ou d'un défaut de culture scientifique. Je pense qu'on a peut-être parlé de quelque chose qui me semble essentiel, qui a été dit par Richard Emmanuel en début, qui est l'échec social. Je crois que la notion d'échec, enfin, en tout cas, du clivage qui reste tout aussi vrai aujourd'hui qu'il y a 10 ans, je suis pas sûre que sur la notion de complotisme, il s'agisse de ça du tout. Et donc, on peut ni taxer la culture scientifique, ni simplement l'éducation, à mon sens, et on a quelque chose qui est bien plus compliqué, sociétalement parlant, que simplement les sciences, la médiation scientifique et l'éducation. Je suis bien d'accord avec vous. Oui, absolument d'accord. Très bien. Oui. Je pense que de toute façon, la dernière idée de Valérie, c'est le continuum qui va entre le dialogue à long terme et des solutions nécessaires à court terme. Ça donnerait aussi encore beaucoup de fil à retordre, mais je pense qu'on peut rester là pour continuer à écouter les idées et voir si à la fin on peut revenir un peu sur cette discussion très intéressante. Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai pris pas mal de notes. Je vous remercie pour ces échanges.